Alors, bonsoir à toutes. Je vous propose donc de parler un petit peu de l'année du Dragon 2024. Alors, j'ai essayé en fait de diviser un petit peu cette conférence. On va d'abord parler du temps, parce qu'au fond, comment pouvoir parler de prévisionnel si on ne perçoit pas ce que peut être le temps. Or, le temps nous échappe, hein. Le temps et l'espace, c'est les deux domaines qui nous échappent. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu le temps. Ensuite, on va aller voir les cycles. Les cycles ont été beaucoup décrits dans l'Inde ancienne, en Chine, en Mésopotamie. Donc on va essayer d'aller comprendre un petit peu les cycles pour nous permettre de nous situer, savoir où l'on est aujourd'hui, hein, à peu près, hein, bien sûr. Hein, c'est pas du précis, mais enfin c'est intéressant. Ensuite, on ira chercher la symbolique du dragon, voilà pour les futurs mamans dragons. Et dans la symbolique du dragon, on ira voir le dragon 2024, ce que ça pourrait vouloir dire. Et ensuite, on ira chercher la numérologie, dans quelle année nous sommes, et en même temps ce que donnent comme signification les différents tarots que j'ai apportés. Donc on va aussi aller chercher ça, vous verrez, c'est très intéressant. Et on terminera avec le travail personnel à faire pour une année dragon. Ça va ? Alors, on va d'abord parler un petit peu du temps. Alors, pourquoi est-ce que je reviens au temps ? Parce que je me suis dit, finalement, on a l'impression que c'est de l'acquis de parler du prévisionnel en astrologie. Mais en fait, tout dépend du temps. Et qu'est-ce que c'est que le temps ? Eh bien, le temps, c'est le milieu infini dans lequel se succèdent les événements et les phénomènes. Au fond, c'est un petit peu comme un état intemporel dans lequel le présent fait place au futur et où le passé s'en va. Donc, on a décrit dans l'histoire du temps, on l'a décrit comme étant un temps absolu. C'était ce qu'a dit Newton, hein, en particulier. Newton a dit, mais non, le temps, il est absolu. Il y a un temps absolu dans lequel rien ne vient interférer. Il se dirige au fond comme une ligne horizontale avec passé, présent, futur. Mais tout le monde n'est pas du tout d'accord avec cette acceptation du temps, et en particulier Aristote. Donc Aristote, on remonte philosophe grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Et lui, il dit, le temps n'existe pas. Le temps, c'est une illusion. En taoïsme, on dit exactement pareil. On dit le temps n'existe pas. Le temps est une illusion. Et c'est Chuang-Tzu qui nous a montré par une belle histoire, est-ce que je suis le papillon du rêve ou le rêve du papillon, que tout était interchangeable et qu'au fond, il n'y avait pas de temps. Alors, qu'est-ce qui va venir changer cette notion finalement de temps absolu ? Eh bien, c'est les découvertes de la physique quantique. Alors, on arrive avec un premier physicien qui dit « pas du tout, le temps nous écoute ». Le temps peut se recréer et le temps peut se modifier. Et avec la physique quantique, ces derniers temps, on arrive à... Peut-être que vous avez déjà écouté Philippe Guillemant, un physicien... Oui. Oui. Philippe Guillemant, il parle de la double causalité. Alors c'est très très intéressant. Il dit qu'effectivement, il y a une espèce de permanence dans le temps, mais que la question se pose avec les synchronicités, les non-hasards et les coïncidences. Coïncidence, ça veut dire cum incidere, tomber dedans, tomber avec, comme si quelque chose était totalement simultané. Et ces coïncidences, je décris beaucoup dans mon premier livre, beaucoup de choses qui me sont arrivées par rapport à ces non-hasards, qui finalement nous font comme une petite piste. Eh bien, il nous dit, à cause de ça, et Carl Jung s'est beaucoup penché dessus aussi, Carl Jung, dont je vous raconte l'histoire, peut-être que tout le monde la connaît. Carl Jung, un jour, comment est-ce qu'il s'est intéressé aux synchronicités ? Donc, c'est un psychanalyste très connu. Et un jour, il a une jeune femme qui vient dans son cabinet qui lui dit « Docteur, il faut que je vous raconte, j'ai fait un rêve absolument merveilleux. J'ai rêvé d'un scarabée doré qui volait à côté de moi, mais c'était un rêve inoubliable. » À ce moment-là, quelque chose de tape au carreau et il ouvre la fenêtre et entre un magnifique scarabée doré. Donc Carl Jung, très très étonné de cette synchronicité. Et c'est ce qu'il a mis sur le chemin de toutes les synchronicités, de tout le travail de coïncidence qu'il a fait ensuite, puisqu'il s'est beaucoup intéressé au Yiking, qui est un oracle chinois, qui est quelque part aussi une espèce de correspondance entre notre inconscient et le futur immédiat. Donc revenons à Philippe Guillemant. Philippe Guillemant dit double causalité. Nous pouvons agir, c'est-à-dire que notre libre arbitre vient interférer avec un futur déjà réalisé ou qui serait déjà réalisé. Un petit peu comme si, d'ailleurs quelque part la visualisation le reprend parfaitement, ça, la visualisation, la psychologie positive, à savoir que finalement notre libre arbitre, notre conscience, vient
interférer avec un présent, en fait un présent qui est toujours présent, hein, c'est ça. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a un présent qui découle en physique quantique et qui est toujours là. Et si on y met ce libre arbitre, eh bien on va pouvoir changer quelque chose. Donc on a une petite manœuvre dans notre futur à venir. Donc ça c'est très très intéressant. Comment ça a commencé? Ça a commencé en fait les premiers concepts du temps avec Babylone. Babylone, donc on remonte très très loin, hein, 6000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ. À Babylone, on commence à dater le temps en regardant le lever du soleil, le coucher du soleil. On commence à diviser la journée et ce sont les premières datations. Alors justement, on va parler à ce propos des cycles, puisque en Chine comme en Inde, il y a des choses très intéressantes sur les cycles. Alors, on va remonter d'abord sur l'Inde. Alors, pour l'Inde, notre monde tel qu'il est aujourd'hui a des millions d'années, hein, peut-être 4, 6, 8 millions d'années, peut-être beaucoup plus. Et ils ont divisé le temps en yugas. Les yugas, ce sont des ères, ce sont des âges. Ces âges correspondent très bien à la mythologie grecque et aux différents âges, c'est-à-dire les 4 âges qui sont l'âge d'or, l'âge de bronze, on l'a vu en stage avec Annick, Mireille, Hélène, les 4 âges de l'humanité. Ensuite, on tombe sur l'âge, alors attendez, je vous ai dit l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze ou d'airain, et l'âge de fer, celui dans lequel nous sommes. Alors, ces âges sont très intéressants. Ils s'appellent, apparemment, ils couvrent à peu près des périodes de 12 000 ans, mais on n'en est pas complètement sûr, parce que les écrits remontent très très loin. Hein. Les premiers yugas, c'est 6800 ans avant Jésus-Christ, et on ne sait pas exactement comment les choses sont corroborées, c'est-à-dire que le début, l'origine de la première datation, on ne la connaît pas bien. Ce qui fait que pour les uns, un yuga compte 12 000 ans, mais ils font aussi des cycles divins qui remontent encore beaucoup plus loin. Mais je pense que le 12 000 est un très bon chiffre, parce que si on regarde Zarathustra, donc on retombe là plutôt en Iran, on va retrouver des cycles de 12 aussi. 12 000, c'est-à-dire 4 âges, 3 fois 4. Donc on retombe exactement sur la même chose. Vous remarquerez que l'astrologie compte 12 signes zodiacaux, que l'année compte 12. Donc effectivement, le 12 revient quand même beaucoup au niveau cyclique. Et donc ces fameux yugas, ils nous racontent l'histoire de l'humanité, qui part de la perfection jusqu'à arriver à la diminution totale, à l'infériorité et à la pauvreté. Alors, passons au premier âge, l'âge d'or, que l'on appelle le Satya Yuga. Le Satya Yuga ou encore Krita Yuga. Cet âge d'or, les hommes sont très près du divin, très près de Dieu. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule religion. Nous sommes innocents, nous sommes comme des enfants, il n'y a pas de vieillesse. C'est-à-dire que nous avons une jeunesse éternelle. Vous remarquerez que les hommes, dans toutes les civilisations, cherchent l'immortalité et la jeunesse éternelle. Peut-être que c'est dans nos mémoires. Et ils chantent toute la journée, ils sont heureux et c'est l'abondance totale. Voilà le Satya Yuga. On descend ensuite au deuxième yuga, donc le yuga d'argent. Le yuga d'argent, c'est alors, comment il s'appelle le yuga d'argent? Je ne sais plus. Le Treta Yuga. Treta Yuga. Le Treta Yuga, il y a les sacrifices humains qui commencent. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut faire des sacrifices, donc une certaine dualité arrive. Et là, alors la première couleur associée, c'est blanc. Cette deuxième est rouge. C'est l'arrivée des guerres, puisque les sacrifices, les hommes vont se déchirer. Et là, on perd déjà un quart de l'âme du monde. Donc ça descend. On arrive au troisième yuga. Le troisième yuga, c'est Dvarapa Yuga, qui est le yuga jaune, qui est, alors c'est pas seulement les guerres, là, c'est les famines qui arrivent et c'est les maladies. Donc toutes les maladies, toutes les formes de maladies qui arrivent sur la santé de l'être humain. Donc on descend encore beaucoup, on continue à perdre, l'âme du monde devient jaune, donc de blanche elle passe à rouge, elle passe à jaune. On descend encore en perdant encore cette beauté de l'âme du monde, cette perfection pour arriver au Kali Yuga où nous sommes. Alors le Kali Yuga, l'âme du monde devient noire.
et c'est le temps de l'imperfection. C'est-à-dire que plus ça va, plus on descend. Il n'y a plus de morale, il y a des mœurs qui se dissipent, il y a des crimes, il y a la pauvreté, il y a la maladie. Donc on est dans une période qui correspond au Kali Yuga. Elle aurait commencé 6000 ans avant Jésus-Christ et elle va se terminer en 2025-26. Va suivre une période de transition qu'on va appeler le crépuscule de Kali Yuga. Kali étant la déesse noire de destruction-renaissance, c'est donc celle qu'il faut implorer entre guillemets en ce moment, hein, c'est Kali, c'est Durga. C'est celle qui nous entraîne, en fait, alors elle fait très peur, hein, elle a une langue très rouge, elle a un collier de tête autour du cou, je ne sais pas si vous avez vu Kali, mais on l'a dansé une fois, ouais. C'était une chorégraphie assez costaud. Donc c'est vraiment dans l'idée que cette déesse est là pour nous amener à la destruction et nous ramener à une nouvelle renaissance, mais ça prend du temps. Mais on sait que c'est dans l'épreuve qu'on va justement trouver de quoi comprendre autre chose et de quoi avancer finalement. Donc c'est pas que négatif. Mais en attendant, ce qui va très bien correspondre, et c'est pour ça que je pense que le cycle de 12 000 est très intéressant, si on arrive à la Chine ancienne, qui elle aussi commence, la civilisation commence très tôt, mais au début il n'y a même pas de témoignage écrit, hein, on le trouve sur les carapaces de tortues, les omoplates de bœuf, etc. On arrive à un empereur mythique qui s'appelle l'empereur jaune, l'empereur Huangdi, à peu près 2008 avant Jésus-Christ. C'est ce fameux empereur qui a lu le carré magique des 9 étoiles en voyant une tortue qui traversait la rivière et qui portait sur sa carapace le fameux chiffre 15 qui s'additionnait dans toutes les formes, dans les obliques, dans la verticale, dans l'horizontale. Et c'est grâce à ce carré magique que je vous prévois, que je fais le prévisionnel chaque année. Donc ce fameux empereur Huangdi, c'est le début de la civilisation chinoise et c'est le début de la datation chinoise qui est celle du cycle de Jupiter autour du Soleil. Jupiter autour du Soleil fait sa révolution en 60 ans, 60 fois 3 fait ce qu'on appelle le cycle des 3 yuan. Le cycle des 3 yuan, donc si on redivise les 60, ça fait 20, 20, 20. Je ne veux pas trop vous embarrasser avec des chiffres, mais le cycle des 3 yuan, ça a toujours marqué des tremblements de terre, des cataclysmes, des étoiles filantes. Donc ça, on en est sûr au niveau des années. Actuellement, où sommes-nous par rapport au cycle des 3 yuan? Eh bien, dans un yuan qui est celui du cycle du feu qui commence. Or, le cycle du feu, c'est particulièrement important. Alors, on sait que là, cette année, je vais vous en parler, mais on est dans une année dragon de bois. Cette année-ci, donc on est 2024, jusqu'en 2026, on a encore 2 années bois, c'est-à-dire l'intermédiaire. Et on rentre dans l'année cheval de feu, qui est une année que les Chinois craignent énormément. Cheval de feu, c'est les cataclysmes, c'est les guerres, c'est le fanatisme, c'est très difficile. Donc on va dire qu'on nous donne un sursis là. Parce qu'on sort d'années hauts qui sont on ne sait plus trop quoi en faire, on est un peu pris dans des marées, on dit c'est l'eau noire, hein, c'est pas de l'eau claire. Et on arrive dans des années bois où on a un challenge à comprendre. Et on a 2 ans pour le faire, c'est pas beaucoup. Et après on rentre dans l'année cheval de feu, mais le grand cycle cosmique du feu du Yuan est déjà commencé. Ouais. Alors, les cycles durent à peu près, alors pour les yugas, on pense que les périodes intermédiaires sont de 300 ans, et comme je vous l'ai dit, les yugas sont de 12 000 ans, et pour nous, par rapport à ces cycles, c'est 150 ans. Donc on va rentrer quand même dans une période assez longue aussi du cycle du feu. Hein. Alors, en sachant qu'après ces cycles difficiles, quand on en aura fini, mais on sera peut-être plus là, ou alors on se sera réincarné, c'est ça. On se sera peut-être réincarné, hein, remarquez, on n'a peut-être pas fini, hein, on finit jamais, on est des immortels. Hein. Mais après ça, va arriver, et c'est là que c'est aussi très intéressant et très curieux, va arriver, on revient à l'âge d'or. Donc dans 300 ans, 400 ans, hein, on n'y est pas encore. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit que la fin du cycle de Kali est marquée par l'arrivée de Kalki. Kalki, c'est un avatar qui amène la justice. Et d'ailleurs, de yuga en yuga, le premier yuga est représenté par un taureau entier,
et puis à chaque yuga, il perd une patte. Donc à l'ère où on est, il est complètement boiteux, le pauvre taureau. Hein, c'est ça. Et vous remarquerez que dans la Bible, on attend le retour du Christ après l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est conduit par un dragon. Alors, on est quand même dans des comparaisons possibles entre les cycles. On voit que Zoroastre, enfin, à l'époque de Zoroastre, lui aussi avait dit que les cycles étaient de 3 x 4, 12. Donc on était dans des 3000 ans qui se répètent. Et on peut quand même remarquer, sans se tromper, que les grandes périodes de cataclysmes, d'ère glaciaire et tout, ont marqué des choses qui arrivent en même temps. Par exemple, qu'on y croit ou pas, la disparition d'Atlantide, c'est 9000 ans avant Jésus-Christ, à peu près, hein, autour de 9000 ans avant Jésus-Christ. C'est une période de débordement d'ère glaciaire où on va trouver ou bien des mers, par exemple la mer Noire a perdu 5 mètres d'un coup, où on va trouver des débordements, des inondations énormes, et le déluge, il est à peu près décrit dans toutes les civilisations. On va au Mexique, il est décrit, on a le déluge avec l'arche de Noé, on en a dans d'autres pays, il est partout. Donc, quelque part, les grands cycles se correspondent. Qu'on soit d'un pays ou un autre, les cycles se correspondent. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Et on peut voir que la Bible, donc comme je vous disais, l'avatar Kalki et Jésus-Christ qui doit revenir, puisque beaucoup de personnes en parlent, ça correspond au même moment, c'est-à-dire dans les années à venir, hein, quand même, hein, sans aucun doute. Donc voilà un petit peu une idée un petit peu déjà générale, mais qui nous permet de comprendre un petit peu mieux, je pense, les cycles, à savoir que effectivement, il y a une coïncidence, ou alors l'univers nous envoie des signes pour nous dire quelque chose se passe. Alors, j'ai regardé l'autre jour l'émission sur la chute de l'Empire romain et j'ai trouvé que quelque chose était particulièrement intéressant et ça va nous permettre d'aborder le dragon. C'est qu'au moment de la chute de l'Empire romain, on a eu deux choses très importantes, mais qui sont encore une coïncidence ou une synchronicité. C'est qu'il y a eu un incendie dans Rome et cet incendie a touché le temple d'Apollon. Apollon, c'est le dieu magnifique, hein, c'est le dieu de la beauté, mais c'est aussi le dieu de la peste. Et c'est déclaré l'épidémie de peste en même temps, qui a duré, il y a eu 3 épidémies de peste, qui ont fini par faire chuter, avec beaucoup d'autres choses, l'Empire romain. Et c'est une période où certains généraux disent qu'on ne voyait plus le soleil pendant 18 mois. Donc des grands changements climatiques. Alors, ça nous permet de mieux comprendre justement cette histoire de beauté et de peste, parce qu'on en arrive au dragon. Donc on en arrive à la symbolique du dragon. Qui est le dragon? Le dragon est le 5e animal du zodiaque chinois, et contrairement aux autres, il n'existe pas. C'est-à-dire que le dragon, alors ça n'est pas forcément un mythe, moi je ne crois pas que ce ne soit qu'un mythe, je crois qu'il y a eu des animaux intermédiaires entre les animaux préhistoriques, dinosaures, brontosaures et les oiseaux, hein. Mais en attendant, à part dans une tombe chinoise où un Chinois a dit qu'il avait trouvé des ossements de dragon, hein, c'était plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on n'a pas trouvé véritablement d'ossements de dragon. Par conséquent, on peut dire que dans le zodiaque chinois, on introduit ici un animal qui n'est pas incarné. Donc il aura bien sûr un travail à faire sur l'incarnation, sur son corps physique. Et en même temps, le dragon, en 5e animal, il a la possibilité, alors le 5 c'est le changement, hein, déjà, en chiffre numérologique, mais il a une possibilité très particulière, c'est d'avoir maîtrise sur tous les éléments. Il peut marcher sur la terre, il peut nager, il peut cracher du feu, il peut donc s'envoler, donc il a maîtrise sur tous les éléments et il peut tout faire. Il est comme Apollon, c'est-à-dire que le dragon, on dit qu'il peut ouvrir les portes de l'enfer comme du ciel. Il est double. C'est-à-dire que véritablement, c'est un signe d'extrême. Il est lié aussi à tout ce qui est créatif, à tout ce qui est psychique, à tout ce qui est spirituel. Il a la spiritualité en lui, c'est un absolu, il a soif d'idéal, c'est ça un dragon. C'est Freud, c'est Apollinaire, c'est Gainsbourg, c'est Jeanne d'Arc. Un des meilleurs exemples de femmes de dragon, c'est Jeanne d'Arc. Hein. Ah ouais, Jeanne d'Arc c'est un beau dragon, Jeanne d'Arc. Hein. Ce sont des chercheurs de vérité, les dragons. Hein. Donc on est dans une idée d'absolu quand même, de soif d'absolu,
qui n'est pas toujours facile à vivre, hein, ni pour lui ni pour les autres d'ailleurs. Mais c'est un peu ça. Donc on est dans cette idée-là. Donc ça, c'est la symbolique du dragon. Il est en même temps ici relié, pour ce qui concerne 2024, puisque nous sommes dans une année bois, hein, aux arts, au bois, à la famille, à l'écologie. Donc il est certain que cette année, on verra arriver beaucoup de choses au niveau de l'écologie. On va vraiment essayer de préserver les forêts, la nature. Je pense qu'il y aura des lois qui seront faites en ce qui concerne ça. Les enfants, parce que le bois, c'est aussi la famille et les enfants. Donc il y aura peut-être aussi beaucoup de choses. Bon, on voit déjà arriver hein, les écoles, de nouvelles protections peut-être pour les enfants. Donc ça aussi. La difficulté, comme je vous l'ai dit, parce qu'on rentre dans un cycle du feu, c'est tout ce qui va être cataclysme, sécheresse, éruption scolaire et volcan. Parce qu'effectivement, le volcan d'Islande a plusieurs fois dans l'histoire précédé de grandes catastrophes. Or, le volcan d'Islande s'est réveillé et il y a quelques mois. Donc, est-ce qu'on doit le voir comme un signe? À vous de décider, à vous de juger. Donc, en tous les cas, on est dans cette idée qu'on est dans une période quand même pas facile du tout. Plus les éruptions solaires. Je pense que vous en avez entendu parler. Hein, les éruptions solaires deviennent très intenses. Donc, ça va jouer aussi, bien sûr. Moi, je pense beaucoup volcan sécheresse cette année, hein, pour l'année 2024. Et bien sûr, tous les foyers de guerre qui s'allument, puisqu'on a actuellement à peu près 24 pays en guerre en ce moment. Donc, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc, côté feu, ça va être difficile, d'autant que le bois engendre le feu dans les éléments. Donc, effectivement, ça attise. Donc, ça, à mon avis, ça, de ce côté-là, on va avoir une année très mouvementée. En espérant que, justement, ce ne soit pas Israël qui nous déclenche, et l'Iran qui nous déclenche quelque chose de très difficile pour l'année cheval de feu, justement, pour les 2 années à venir. Côté créativité et renaissance, c'est le travail que nous avons à faire. Parce que le dragon, c'est Osiris, c'est le dieu Osiris, c'est le dieu de la renaissance, et spécialement cette année, puisque c'est vert, c'est un dragon vert. Donc il nous exhorte, il nous oblige, il nous demande, il nous contraint à aller de l'avant, et surtout à aller nous nettoyer. C'est l'année du nettoyage intérieur, 2024. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour se préparer, en fait. Avant le cheval de feu qui lui est très destructeur en fait. Voilà. Donc on est vraiment dans l'idée où il nous reste 2 ans à bien travailler intérieurement, à comprendre certaines choses, à développer tout ce qui est créatif. Donc intéressez-vous beaucoup aux arts, intéressez-vous, je ne sais pas, à apprendre une langue étrangère, continuer à travailler intellectuellement, aller dans les forêts, beaucoup bouger, beaucoup marcher, beaucoup se relier aux arbres. Il y a tout un travail à faire avec la nature et les arbres, c'est très important. Encore plus cette année, peut-être planter, même c'est ce que j'ai mis sur Instagram, planter, semer des graines, planter, allez-y, faites des choses comme ça, parce que c'est important. Et ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, ça va nous amener, bien sûr, à travailler intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire cette année? 3 choses. Cette année, on doit d'abord se préserver, se protéger, justement parce que le feu arrive, donc éruption solaire, donc guerre, etc. Donc se protéger. Ensuite, continuer à apprendre. Alors apprendre dans le sens de s'éveiller, voilà, s'éveiller et se pardonner. Se pardonner, pourquoi? Parce qu'on va rentrer en numérologie dans un chiffre 8. Hein? Le 2024, ça nous fait 8. Qu'est-ce que c'est le 8? C'est le lemniscate, 2 parties égales. 2 parties égales qui font un serpent. Le serpent, c'est le retour au début du monde, c'est l'origine. Et quelque part dans ce 8, on a bien sûr, par exemple en Chine, on adore le 8, donc tout le monde, vous le lirez partout. Ça sera une année merveilleuse, ça sera une année extraordinaire, parce que c'est 8, c'est l'abondance, c'est la richesse. Oui, mais pas que. Oui, pas que, parce que le 8, ça a une autre signification, et pour moi c'est celle de l'année, c'est celle de la justice. Alors, le dragon est lié à la justice, au pouvoir et à la royauté. On sait que les empereurs chinois s'appelaient fils du dragon, parce que c'est un dragon qui a fait le monde pour eux dans la légende chinoise. Et dans l'idée, la justice, ça correspond au 8.
Donc c'est vraiment une concordance ici intéressante entre le 8 qui demande la justice karmique. Si on demande une justice karmique, ça veut dire que nous avons un travail à faire sur notre karma personnel, particulièrement cette année à cause de ce 8, et sur le karma du monde. On a vu avec les yugas que l'âme du monde était devenue noire et il nous faut la rendre blanche pour remonter au premier Satya Yuga. Pour qu'il y ait, comment dire, oui, une autre ère qui s'éveille. On a un travail à faire là-dessus. De la même façon, le dragon est beaucoup relié aussi, je ne vous l'ai pas dit, à tous les phénomènes électriques. Ce sera un peu Uranus en astrologie classique, ce sera un petit peu Uranus. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est électrique, ça va prendre une ampleur démesurée en 2024. Ça va être vraiment très fort. Donc vous voyez, on ne va pas s'ennuyer quand même, 2024. On ne va pas s'ennuyer. Alors, revenons à notre tarologie. Je vous ai pris des cartes de tarot. Et je pense que vous allez pouvoir comprendre ce que je veux vous dire. Alors, par rapport à ce 8 de justice, qui est la lettre du tarot, on a le couple de justice ici en 8. Et ça va me permettre de vous lire, alors, dans un tarot initiatique, ce que représente le 8. 8. Je la montre. Oui, tu le... Voilà. Alors, le couple de justice. Alors, le 8, il nous dit quoi? Voilà, le couple de justice, retrouver l'équilibre absolu du yin et du yang et du retour à l'unité depuis la chute d'Adam et Ève. Vous voyez, quelque part, cette idée de serpent, qui est le début de l'origine, revient aussi même dans cette carte. Alors, donc j'ai pris ce tarot-là. Ensuite, j'ai pris le tarot hébraïque, avec lequel je travaille beaucoup parce qu'il est très puissant. Et on a cette étonnante lettre, violette, qui fait un peu comme une molaire. Vous la voyez? La molaire, c'est la dent, c'est-à-dire l'origine, c'est nos ancêtres. Et elle nous parle de force, de motivation à acquérir, d'enjeux et d'urgence. Alors, je vous ai pris bien sûr le texte. C'est la barrière. Obstacle, épreuve, limite, puissance de vie, volonté à retrouver, notion d'enjeu et d'urgence. On est quand même dans la même idée à chaque fois qu'on arrive à une lettre de tarot. Rien n'est impossible, il faut craindre la confrontation avec l'obstacle et les difficultés et la dépasser. C'est la force de pesanteur qui attire vers le bas que la plante pousse vers le haut dans un élan de vie irrésistible. Donc on est dans l'idée qu'elle nous encourage à rassembler toute la puissance de notre motivation en orientant celle-ci de façon juste. Donc on est bien dans cette idée. Et maintenant on va prendre le tarot égyptien. Le tarot égyptien, on a encore une autre carte pour le 8 qui est le repos. Mais vous le voyez, il y a un serpent qui tourne autour de la très belle jeune fille et des abeilles. Alors je vous la fais passer. Hop. Et dans cette idée, on dit qu'on peut remarquer sur cette carte, bien sûr, la présence du serpent, puisque le serpent, c'est royal. Or, le dragon, c'est un signe de royauté. Donc, on est dans l'idée aussi que peut-être à travers ce désir de royauté, il y aura beaucoup de prise de pouvoir. Il y aura beaucoup, peut-être, de montée de fanatisme et de gens qui se disputeront le pouvoir cette année. Et on est donc dans l'idée, le serpent hiéroglyphique, c'est l'idée du pharaon qui tenait le serpent dans sa main. Mais les abeilles voltigent autour de la déesse sous l'épithète de fille de lumière, car comme le défunt, elles ont surmonté les épreuves terribles de l'outre-tombe pour renaître et retrouver la connaissance du cœur grâce à l'énergie divine. Donc on est encore... Ça vient encore corroborer cette idée qu'on a un gros travail à faire l'année du dragon. Qui plus est, le dragon, qui est électrique, va impacter au niveau du corps essentiellement le système nerveux, le cœur, la circulation sanguine et le psychisme. Vous remarquerez que depuis quelque temps, on a plein de personnes, d'assassins, de crimes, de gens qui tout d'un coup vont attaquer des professeurs, vont attaquer dans la rue, vont poignarder. C'est complètement en rapport. Complètement en rapport. Cette espèce de montée de violence, elle est en rapport
avec, comment est-ce que je pourrais dire, avec la montée du feu, oui, avec la montée du feu tout simplement, avec la montée du feu. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler sur nous pour calmer le jeu. Alors il y a une très belle phrase qui dit quand une âme s'éveille, quand un être se réalise ou s'éveille, eh bien c'est l'humanité entière qui en tire des bénéfices. À savoir, ça revient un petit peu à qui cueille une fleur dérange une étoile. On est dans cette idée que si quelqu'un fait quelque chose, lui, en fait, c'est toute l'humanité, on retombe dans la synchronicité, c'est l'univers entier qui en bénéficie. Alors, je vais demander aussi, on va parler un petit peu de l'enfant dragon, parce qu'il va y avoir un bébé dragon. Je voudrais aussi que quelqu'un tire, alors voilà, vous allez un petit peu faire silence, et quelqu'un va tirer un maître initié. Alors, comme vous l'avez vu, puisque je vous l'ai dit, normalement, le maître initié de cette période, c'est Kali. C'est Kali ou Durga, comme on veut bien l'appeler. Donc, elle est noire, comme déesse, elle est très sombre. Donc, c'est vrai que si vous avez envie de travailler avec une déesse, c'est avec celle-là, mais on peut aussi avoir un autre maître initié. Par conséquent, je vais demander d'en tirer un. Oh, tu peux prendre dans la main, tu peux les prendre tous dans la main. Hop. On va voir qui on aura pour cette période à aller chercher. Persévérance, c'est le dieu de la lumière. Lugh, c'est un dieu soleil. Ah oui. C'est un dieu soleil. Alors, il est sorti plusieurs fois ces jours-ci. Alors, persévérance. C'est une figure symbolique dans la mythologie irlandaise. C'est ça. Persévérance. Alors, reprendre courage. Voilà, ils vous aideront à reprendre courage. Faites appel à Lugh et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de progrès. Surtout, ne vous arrêtez pas sur le chemin. La persévérance donnera des fruits. Ne restez pas enfermés sur vous-même. Agissez dès maintenant. Restez confiants. Écoutez vos rêves. Prenez des engagements à long terme qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves. Donc, c'est le dieu de la guérison, de la poésie, des arts. Or, curieusement, nous sommes dans l'année étoile des arts. Donc, là aussi, il y a vraiment toute la créativité à faire sortir. Faites appel à Lugh lorsque vous avez besoin d'aide pour maîtriser une discipline, quelle qu'elle soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. Donc, voilà notre maître initié du moment, en plus de Kali. Mais Kali, elle amène l'épreuve aussi. Kali, c'est la lumière qui arrive après les ténèbres. C'est le soleil de minuit, Kali. Mais c'est le travail sur l'intérieur de nous-mêmes. Donc je crois, avant de parler d'un petit peu de l'enfant dragon, que véritablement on est dans 2 années charnières. Voilà. On a quitté l'eau noire pour avoir du bois, à condition que ce bois ne prenne pas feu. Voilà. Si je devais le dire comme ça, c'est ça. Parce que quand les années feu vont arriver, les années feu, donc cheval de feu et chèvre de feu, qui viendront encore plus corroborer le grand cycle du feu, ça fera beaucoup de feu. Ça fera beaucoup de feu. Donc le travail, se préparer, c'est ça, c'est se pardonner, travailler sur son karma familial, travailler sur le karma cosmique, se protéger, parce que oui, il y aura certainement de la protection, on le voit, vu les épisodes de crise et de violence qu'on a en ce moment, il faut se préserver, il faut se protéger. Et ensuite, il faut faire tout ce travail un peu d'éveil à l'intérieur de nous pour aider toute la planète, puisque nous aussi, nous en faisons partie. Alors, pour ce qui est de l'enfant dragon, c'est un petit être hypersensible et hérissé d'épines. Il a des griffes jusque sur sa queue. Donc, il faut faire très attention à sa grande intelligence, mais qui peut se manifester de 2 façons. Soit il va sortir des colères très très fortes, selon le dragon que c'est. Le dragon bois, il peut faire de grosses colères, c'est le foie.
soit au contraire, il va terriblement s'intérioriser. Et là, on n'aura plus de porte, on ne trouvera plus la clé pour ouvrir la porte du dragon. Donc la porte du dragon restera close. Et là, c'est plus ennuyeux. Donc c'est quelqu'un il faut absolument l'aider au niveau de tout ce qui est nouveau. Il s'intéresse très fortement à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est scientifique aussi. Et puis bien sûr, il a tendance à s'envoler assez rapidement. C'est un idéaliste. Et donc il faut l'aider à trouver, alors je l'ai mis un petit peu dans mon livre, en fait il faut l'aider à s'incarner, il faut l'aider à lui donner un corps physique. Donc il faut lui faire beaucoup de sport, beaucoup de choses qui l'aident à redescendre. C'est très très important pour le dragon. Sinon, c'est un abstrait. Et bon, on peut s'envoler très loin. Après, c'est un idéaliste, donc, et il a tendance à aller vers les extrêmes quand même. Donc voilà pour l'enfant dragon. Donc l'enfant dragon, il ne faut pas le laisser s'enfermer dans sa cuirasse d'épines et de griffes, et il ne faut pas le laisser trop s'envoler. Ça, c'est le travail. Il faut donc beaucoup communiquer avec lui, et communiquer par des moyens qu'il aime, c'est-à-dire si ce n'est pas la parole, s'il n'arrive pas facilement à dire tout ce qu'il ressent, il faut l'aider par le dessin, par le théâtre, par la peinture, par la danse et par la gymnastique. C'est justement ce que je comptais faire. Enfin, voilà, mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Parce qu'effectivement, ce sera un dragon bois, donc un dragon qui pourra importer ses colères sur le foie, sur les migraines, sur les maux de tête. Donc il faudra l'aider à ce niveau-là, au niveau digestif aussi, beaucoup. Et il faudra surtout l'aider à s'extérioriser, mais à pas trop s'envoler. Mon fils, il est dragon, je ne sais pas s'il les voit. Ah, je sais pas. Il faut que tu me donnes l'année. 2000, là. Non, dragon de métal. C'est pas du tout le même. Ah non. Non. Non, alors le dragon métal, il se met des cuirasses devant. C'est un grand hyper émotif, mais il met des cuirasses devant son émotion, c'est-à-dire qu'il dit rien. Il a tendance à bloquer. Va, maintenant, ça va mieux, 23 ans, il a dit des choses. Il se rebelle. C'est bien. Si, il arrive à en sortir. C'est bien. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, l'enfant dragon. Il peut tout apprendre en fait. Il a énormément de facilité. Vous l'avez vu avec les éléments. Comme il a maîtrise sur les éléments, on peut à peu près tout lui demander. Il suffit que ça l'intéresse. C'est comme son père, quoi. Ok, merci. Voilà pour le bébé dragon. Alors je vais terminer, puis après vous me poserez des questions. En vous citant une très belle phrase d'un très grand poète qui est Rainer Maria Rilke, qui a dit ceci, il a dit « Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. » Merci.